Et tout le travail, à mon sens, de l'entraîneur, il est de trouver cet écart que tu as entre, d'un côté, les règles objectives, qui sont les règles qui te sont imposées, soit les règles du règlement ou même les règles de certains gestes. Si tu ne sais pas nager le crawl, tu auras beau jeter un gamin dans la piscine, il faut bien falloir qu'il apprenne. Il y a une Tu as les base. règles objectives et les règles subjectives qui correspondent à la manière dont chacun va interpréter. Et en fait, le rôle de l'entraîneur, je crois, c'est d'arriver à faire coïncider, trouver cet équilibre sans arrêt en mouvement entre les règles objectives et les règles subjectives. Comment tu vas... Et ça, en fait, cet équilibre-là, qui va faire ce qu'on appelle ça un équilibre homéostatique, c'est-à-dire qui va bouger, mais toujours maintenir le même écart, ça s'appelle le style. C'est ça le style. Le style, c'est cette capacité à interpréter toi-même des règles objectives. Et c'est pour ça que le sport, en réalité, moi je pense que le football, c'est le cas, mais le sport, en réalité, si tu le penses autrement comme une activité physique, moi je pense que toute la réflexion sur l'activité physique a enfermé le sport dans un domaine. En réalité, le sport, ça ressemble beaucoup plus à un langage, un rapport au monde, à un langage. Et comme dans le langage, il y a du vocabulaire à apprendre, mais c'est à toi d'exprimer le sens que tu veux, mais selon une syntaxe qui t'est imposée. Mais on a tous les mêmes mots, plus ou moins, mais on a une seule syntaxe possible pour pouvoir se comprendre. Et comment on va faire pour exprimer une subjectivité à l'intérieur d'un cadre aussi rigide? Bonjour, bonjour. Nouveau numéro aujourd'hui de All the Talk, un numéro encore super spécial pour moi. Vous savez, All the Talk, c'est une émission de sport, une émission de culture. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de foot. Avant de plonger un petit peu dans le monde du foot, juste un petit rappel à tout le monde. All the Talk, c'est une émission où je fais un petit peu beaucoup de choses. Enfin, on va dire, je fais beaucoup de choses un peu tout seul. Donc, continuez à subscribe, continuez à venir liker, continuez à venir nous encourager. Comme je dis d'habitude, ça nous aide à lancer le mouvement. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, je reçois donc un journaliste, un prof, un ghostwriter. En gros, j'ai préparé une petite intro, je vais y aller tout de suite. Donc, un journaliste épris et entièrement dévoué au foot, analyste porté par la foi du beau jeu au fait de toutes les controverses tactiques, philosophe rompu aux analyses approfondies, un apôtre qui nous rappelle que le sport le plus populaire est également pétri de noblesse à ceux qui veulent le voir. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir et d'accueillir Thibaut Leplat. Bienvenue Thibaut. Salut Greg, merci pour cette intro très... On essaie de... Pardon ? Non, elle est beaucoup trop généreuse par rapport à la modestie de ce que j'essaie de faire. Bah, tu es modeste. Donc Thibaut Leplat, tu es journaliste, journaliste indépendant ou journaliste indépendant. Tu travailles un petit peu pour SoFoot. Tu as collaboré un petit peu avec beaucoup de magazines sportifs. Tu es aussi écrivain. Tu as 7 livres à ton actif, notamment le dernier qui est une réédition d'un bouquin que tu avais écrit en 2015 sur Guardiola qui s'appelait L'éloge du style aux éditions Hugo Sport. Si je ne me trompe pas, c'est ça. C'est Donc, ça. il y a une réédition qui sort bientôt. Donc, on fait un petit moment de pub, un petit moment de promo pour que les gens aillent regarder. Donc, Thibaut, on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Moi, ce qui m'a amené un petit peu à te contacter, c'est un article qui est sorti dans le dernier SoFoot, le dernier magazine SoFoot, où tu as été un petit peu faire une enquête sur les centres de formation de Lyon et de Lorient. Et je ne vais pas dévoiler tous les punchs, comme on dit ici, de ton article, puisque le magazine est encore disponible. Puis je pense que les gens iront lire en écoutant l'émission. Peut-être que ça leur donnera encore plus envie d'aller jeter un coup d'œil. On va rentrer tout de suite là-dedans. Thibaut, qu'est-ce qui t'a amené un petit peu à aller directement à la recherche un petit peu de cette nouvelle ou cette philosophie que ces centres de formation peuvent avoir en France? Parce que je pense qu'il n'y en a pas. Plusieurs choses. D'abord, c'est des gens que je connais depuis longtemps, en fait. C'est des gens qui travaillent depuis un certain temps, avec qui j'étais en contact pour d'autres motifs. Les gens de Lorient, je les connaissais depuis un bouquin que j'avais écrit en 2016, qui s'appelait Football à la française. Okay. Et les gens de Lyon, parce que ça m'est arrivé de collaborer avec eux, notamment à l'élaboration de leur méthodologie. Okay. Donc ça, j'en parle pas évidemment dans l'article, parce que c'est pas l'objet de l'article. Mais au fur et à mesure de ce que j'ai pu publier, je rencontre des gens qui m'ont lu,
Et je vois un peu généralement des gens qui sont intéressés par d'autres choses que le football, quoi. Généralement, ceux qui s'intéressent à ce que je fais. Voilà, ça, c'est le côté un peu plus personnel. Et un Ouais. autre côté qui est un côté plus professionnel ou plus journalistique, qui était d'essayer de s'intéresser à l'avant-garde française. Ok. Et se dire qu'il y a en France une avant-garde, que la question n'est pas de savoir est-ce que les Français sont meilleurs ou plus mauvais que les étrangers et inversement, mais plutôt d'essayer de voir qu'il y a une complexité du football en France, que tout n'est pas uniforme, et qu'il y a, on entend souvent parler des mauvais. Moi, j'avais envie de mettre la lumière sur ceux qui travaillaient très bien et ceux qui, d'un point de vue strictement moi-même personnel, m'avaient impressionné en fait dans leur travail. Et ce qui fait que j'ai construit le reportage comme ça. En réalité, j'ai mis 10% de tout ce que ces gens m'ont donné en réalité, hein. Les journées que j'ai passées chez eux, les conversations que j'ai pu faire avec eux. Il y a vraiment, c'est un apéritif en quelque sorte, mais qui est déjà, je pense, assez parlant sur la manière qu'ont ces gens de travailler, quoi, et sur l'éthique de travail qu'ils ont. On va peut-être en parler plus tard. Ok, ok. Alors, tu as été à la rencontre, puis moi, j'ai vraiment on va commencer par Lyon, puis on parlera Mhm. un petit peu, on va Mhm. parler un petit peu de Lorient. Donc, j'étais très impressionné d'écouter les propos de Monsieur Ogier que tu as repris. Ce Mhm. monsieur qui est devenu presque un peu aveugle par accident, Mhm. qui travaille encore dans le football et qui perçoit malgré tout beaucoup de choses et qui est encore capable de donner des feedbacks assez intéressants. Donc, parle-nous un petit peu de ce que tu as de ce que tu as pu constater là-bas, leur façon un petit peu d'évoluer et surtout comment les jeunes joueurs qui sont là le vivent en Mhm. fait. Écoute, c'est d'abord, moi, la première fois que je les ai rencontrés, notamment Jean-Yves Augier, euh, j'ai immédiatement été touché par la générosité de ces gens, euh, par la très grande ouverture et la générosité qu'ont les éducateurs, en fait, hein. Enfin, moi, quand je jouais, c'était ça, quoi. Les gens qui sont dédiés, sont des gens qui ont une vocation, quoi, vraiment. Ce sont des gens dont la vocation est de former des jeunes et qui aiment ça, qui s'intéressent à ça. Et donc, cette espèce de générosité et en même temps, une très grande humilité. Ok. Et ça, généralement, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que je trouve que généralement, un des critères de la compétence, souvent, c'est pas d'être capable d'étaler des concepts les uns derrière les autres, c'est plutôt l'humilité. C'est plutôt de savoir qu'on ne sait pas, en fait. Et eux, et Jean-Yves Augier, il a vraiment ça. Il a vraiment ces deux côtés-là. Donc ça m'a impressionné humainement. C'est vraiment d'abord humainement des gens qui ont une richesse assez extraordinaire. Ok. Et donc après, de fil en aiguille, on a parlé un peu plus précisément de ce qu'il faisait. Mais ce que je voulais mettre en avant, d'abord chez Augier notamment, c'est de dire qu'il y a une richesse humaine. La preuve, quelqu'un qui est non-voyant peut parfaitement exercer des responsabilités importantes et ô combien importantes. Mhm. Euh, et non pas. Et la question du fait qu'il soit aveugle, en réalité, est secondaire dans cette question. Enfin, secondaire et en même temps, ça lui a permis de développer une compétence qui manquait Ok. dans ce club-là. Ok. On dit souvent, bah, tu parlais de Saint-Exupéry, enfin, c'est peut-être qu'on parlait, mais on parlait François? tout à l'heure, François. Il dit aussi dans Le Petit Prince, hein, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et moi, c'est ce que j'avais envie un peu nous montrer, c'est-à-dire qu'en réalité, la formation, en espagnol, on dit ojeadores, les scouts, en fait, ceux qui cherchent, Ouais. on parle toujours de vision. Mais en réalité, la vision, ça ne veut pas dire forcément voir. La vision, c'est aussi une certaine éthique de travail et une certaine sensibilité. Et Jean-Yves Auger, c'est quelqu'un, quand tu le vois, la première chose qu'il te fait, c'est qu'il t'attrape le bras. Il tâte, en fait. Tu vois, il tâte pour voir un peu de quel bois t'es fait. Ok. Il le sent tout de suite, en fait. Et lui, a toujours été avec moi très généreux, très accueillant. Et c'est toujours très bien passé. Et voilà, c'était une manière d'hommage aussi que j'avais envie de lui rendre. Du rendre un petit peu à travers de ça. Et par rapport aux jeunes qui vivent un petit peu cette Mm. expérience, je pense que c'est un projet qui a pris naissance, si je ne me trompe pas, dans ton bouquin en 2014 avec Rémi Garde, c'est ça? 2010. 2010. 2010, en 2010. 2010. Mm. Avec comme un instigateur en arrière, donc Jean-Michel Aulas, Mm. qui a pour but de toujours développer et Ouais, faire développer c'est ton une jeu. époque où l'OL échange un peu de modèle, où
Oui, le projet est de construire un stade dont il aurait l'entière propriété. Mhm. Et forcément, un stade, ça coûte cher. Donc, ce qu'on investit dans le stade, on ne peut pas forcément l'investir dans l'équipe professionnelle. Du coup, à ce moment-là, la formation lyonnaise et le centre de formation lyonnais prend une importance à ce moment-là capitale. C'est-à-dire, c'est avec lui, parce que, bon, traditionnellement, hein, Lyon a toujours été un club formateur, mais ça devient une stratégie un peu par nécessité, quoi. La nécessité a fait vertu. C'est pas, ils se sont pas réveillés un matin en disant on va mettre des jeunes. C'est simplement que la nécessité a fait que je dis bon bah ça va nous coûter moins cher. Et c'est la raison pour laquelle Rémi Garde est appelé à ce moment-là pour d'abord en fait c'est Puel qui le fait revenir, mais comme ça se passe très mal avec Puel, c'est la fin du mandat Puel. Ok. Finalement, Rémi Garde fait très peu de temps en centre de formation, il installe Auger. Et lui, il va prendre l'équipe professionnelle, mais avec toujours l'idée de faire un pont avec la formation. Développer la formation. Alors, Qui est Rémi Garde, qui est un joueur formé à Lyon et qui a été un ancien capitaine de qui a Lyon, joué voilà, à Lyon, et il a qui vit joué à Lyon toujours à aussi Lyon. longtemps. Mais c'est quand même incroyable qu'un président comme Aulas, qui parfois est très critiqué dans les médias en général pour certains choix, pour la façon Mm. dont son équipe, ses choix de coach, etc., par rapport à ce Mm. qu'ils font aujourd'hui, et quand même eu cette. Mais j'ai quand même l'impression, enfin, et quand même eu cette idée, même s'il y a quand même un rapport socio-économique en arrière, parce que Mm. bon, son idée est guidée un petit peu par ça, parce que tu dis il construit le stade, il y a des projets, ils se rendent compte que ça risque d'être un peu compliqué pour pérenniser un peu la Mm. performance. Mhm. Mais c'est quand même assez avant-gardiste de le voir de cette façon. Il y a beaucoup de clubs qui ont essayé de se lancer dans des projets comme ça, qui n'ont jamais vraiment abouti. Et lui, force est de reconnaître que c'est quand même un des monstres du football français et qu'aujourd'hui, le centre de formation lyonnais est peut-être, en termes de formation, en termes de joueurs produits et de joueurs qui sortent de là vers d'autres clubs, un des 3 ou top 4 meilleurs en Europe. Je me Bah, trompe c'est pas. le top 3. Il est derrière le Real et le Barça C'est en ça. termes de nombre de joueurs qui jouent dans le top 5, Ouais. avec 31 joueurs. Alors oui, Olas, il a une personnalité qui est un peu clivante dans le football français. En même temps, en 2010, il s'inspire aussi du miracle du Barça de Guardiola. Ouais. À cette époque-là, il faut bien comprendre que l'équipe du Barça de Guardiola, avec des joueurs formés au club, hein, je rappelle que la finale de l'Intercontinental en 2011, il a joué avec que des joueurs formés au club. Euh, Guardiola fait ressusciter une idée, un peu une utopie en fait, une utopie qu'il y a eu dans beaucoup de clubs, qui est de se dire on va jouer qu'avec des joueurs formés au club, où on va essayer de jouer bien et en plus avec des joueurs formés au club. C'était une utopie parce que jusqu'à présent, à part peut-être l'Ajax et encore assez peu de clubs, euh, l'avaient véritablement mis en place parce que ça prend du temps, parce que c'est compliqué, parce qu'il faut il ne suffit pas de mettre des jeunes, après il faut être capable de leur donner de la continuité, et puis il faut les encadrer, etc. etc. Donc c'était une forme d'utopie, et qui a pris forme à ce moment-là. Et tout à coup, tout le monde en fait, s'est mis à aimer ce club-là, et à aimer cette manière de jouer. Ouais. Et du coup, c'était beaucoup plus simple pour des gens comme Olas à cette époque-là. Mais pareil, l'Ajax s'est restructuré aussi à ce moment-là. Ça a été plus simple entre guillemets, vendre un projet fondé sur la formation parce qu'on avait le modèle du Barça. Et une des grandes qualités du Barça de Guardiola, c'est pas simplement qu'il gagnait, c'est que surtout il était aimé. Et tout le monde voulait l'imiter. Tout le monde s'est mis à vouloir jouer comme le Barça, à vouloir construire des clubs comme le Barça. La Masia, Mhm. c'est devenu, on a eu une quantité innombrable de reportages, de sujets, d'interventions sur la Masia euh, au point que ça a développé toute une économie en Espagne. Il y a plein d'entraîneurs qui sont partis à l'étranger à ce moment-là. On a découvert la formation espagnole, quelque chose qui était assez inconnu en fait jusqu'à présent. Les Espagnols n'étaient pas du tout réputés pour la formation jusqu'à fin des années 90. Et là, on redécouvre tout ça et il y a une espèce d'effet de masse critique quoi, où tout le monde se met à faire ça. La Mhm. différence, c'est que Olas le fait vraiment. Ouais. C'est-à-dire qu'une chose est de vouloir le faire et de le dire et de le clamer dans les médias, autre chose est de Mhm. le faire. Ok. Et l'avantage qu'a Olas, c'est comme il a une telle continuité, une telle confiance auprès de ses partenaires, il incarne tellement l'OL qu'il est capable de soutenir contre vents et marées un projet, ce que ne peuvent pas faire d'autres présidents. Ce que j'aime beaucoup dans un de tes passages, il y a un passage où tu parles des principes prônés, des principes de jeu que Mhm. Lyon prône un petit peu là-bas. Donc, Mhm. on parle de positionnement, on parle de possession, on parle de contre-pied, on parle Mhm. d'approche systémique, on parle du refus du travail analytique.
qui, Mhm. est, euh, qui, Ouais. qui invite, je pense, encore plus à la création. Alors, j'ai partagé un petit peu avec toi un petit morceau de François. Moi, je suis entraîneur aussi de haut niveau ici. Mhm. J'entraîne des athlètes en natation. On a toujours un petit peu ce souci. Puis j'ai l'impression que c'est peut-être un peu en perte ou pas en perte, mais très, très difficile à gérer et à faire comme méthodologie. Inviter, orienter l'athlète, être capable de se mettre dans des conditions où il va pouvoir créer, explorer pour mieux inventer, parce que le sport c'est ça. Et j'ai l'impression que parfois dans le sport, on dirige un petit peu trop, on oriente un petit peu trop pour dire exactement comment faire, ce qui te prive un petit peu de ta propre découverte, qui fait que moi je pense que quand c'est toi qui y vas par toi-même et qui découvre, je pense que c'est plus facile de se l'approprier et de Mhm. continuer vers ça que l'inverse. Est-ce que tu trouves que je pense que je pense que tu vas être d'accord avec moi, mais tu es d'accord avec moi quand je dis que les centres de formation de Lyon et de Lorient sont directement un petit peu dans cette philosophie-là? Ouais, bien sûr, il y a une forme de rejet et de refus du modèle prescriptif, hiérarchique, analytique prôné à la DTN. L'une des découvertes, si je puis dire, du reportage en question, c'est de montrer que ce sont en réalité des gens qui ont développé ces méthodologies-là, sont des gens qui étaient plutôt éloignés de la DTN, qui étaient plutôt mis de côté par la DTN. C'est une avant-garde qui s'est développée un peu de au détriment, j'allais dire, à l'écart À plutôt, l'écart. Mhm. à l'écart des prérogatives fédérales. Il y a eu même des affrontements, enfin historiquement, il y a toujours eu des affrontements en fait à la DTN entre des personnalités un peu hétérodoxes, quoi, comme Jean-Marc Furlan, comme Réal Desnouex, face à une direction technique nationale assise sur son privilège administratif et sur ses prérogatives idéologique, quoi. C'est-à-dire que la DTN fournit les diplômes, le cadre, et donc à partir de là, pendant de longues années, elle a fourni aussi le contenu des diplômes. Or, avec l'avènement de Guardiola, avec l'avènement des réseaux sociaux et de l'Internet communautaire, bah, tout ça a volé en éclats. Et c'est comme ça que des gens qui étaient au départ isolés, qui existaient, à quelqu'un comme Jean-Yves Vaugier, il a 63 ans, Mhm. c'est pas un millénial, si je peux dire. Non. Il a fait Ouais, alors non, ce que je te disais, c'est que je voulais pas en faire une affaire de génération. Je voulais pas dire, ah ben voilà, il y a des entraîneurs qui sont jeunes, la nouvelle génération qui va déloger la première. Bon, ça, c'est un peu un truc qui est vu comme le monde. C'est un cliché un peu journalistique qui consiste à penser que parce que tu es jeune, bon, bah, tu as, t'as des idées plus rafraîchissantes que les vieux. Il y a des jeunes qui ont des idées de vieux et des vieux qui ont des idées de jeunes. C'était pas vraiment ça l'objet du travail. L'idée, c'était de montrer que, en réalité, c'est pour ça que ça s'appelle Nouvelle Vague. C'est comme au cinéma, c'est pas qu'une affaire de génération, c'est aussi une affaire de philosophie. Mais d'une philosophie non pas qui est apparue de nulle part, mais qui était déjà présente en réalité, qui était déjà présente à travers la figure notamment de Jean-Yves Vaugier. Donc, ce que je disais, il a 63 ans, il n'a pas 22 ans, Jean-Yves Vaugier, et il fait figure d'une sorte de personnage un peu hétérodoxe qui dénonçait un peu le monopole idéologique de la DTN et qui n'a jamais été vraiment en odeur de sainteté à la DTN. Même s'il a été formateur, mais il n'a jamais été mis en avant, il n'a jamais été véritablement été, au niveau fédéral en tout cas, mis en avant. Et donc, en fait, ces gens-là se sont développés en dehors de la DTN. Et avec l'avènement du Barça de Guardiola et l'avènement des réseaux sociaux notamment, bah, tous ces gens-là qui étaient un peu isolés, soit les Nantais, les Lorientais, les Montpelliérains, il y en a pas mal à Montpellier aussi, des gens intéressants, à Lyon, bah, tous ces gens-là se sont mis en réseau, en fait. Et du coup, on commençait à développer ce qu'on appelle des communautés apprenantes, c'est-à-dire des Mhm. gens qui font entre eux, un peu comme ce qu'on fait nous, là, ils se mettent à discuter entre eux, à se faire des formations, à s'inviter, etc., et à s'abreuver de tout ce qui se fait à l'étranger. Et totalement en dehors des radars de la DTN. En dehors des clous, ouais. Et en dehors des clous. Et ce qui leur a donné une sorte d'ubérisation en fait, de la DTN, je peux appeler ça comme ça. Ouais. Et donc, c'est pas une affaire de génération, en fait. Alors, évidemment, c'est plutôt des jeunes, mais c'est plutôt des cadras, c'est pas ils n'ont pas 20 ans. Et c'est des gens qui ont un peu refusé, enfin, qui se sont rendus compte des limites de l'enseignement fédéral. Ils se sont rendus Ok. compte que voilà, l'enseignement analytique,
tout ça était un peu dépassé et que tout ce qui se faisait ailleurs, ça n'avait plus grand-chose à voir avec ce qu'on a enseigné alors à la DT. Est-ce qu'on peut dire que la fédération française de football depuis, allez, je vais dire les 3 mandats de notre président, est-ce que le GRET, cette fédération a évolué? Parce que ce qui est intéressant, on peut constater qu'il y a peut-être des erreurs dans le cheminement. Les gens qui nous regardent, qui ne connaissent pas le football, ils vont nous dire, mais de quoi ils parlent? Ils sont champions du monde, ils C'est sont ça, en ci, ils fait, sont tout le là. paradoxe. Il est là, tout le paradoxe. Le paradoxe, c'est que la France est championne du monde, double championne du monde, qu'elle a dans ses rangs quelques-uns des plus grands joueurs actuels. Elle a, je parle d'Anthony Griezmann, je parle de Paul Pogba, je parle évidemment Kylian Mbappé. Elle a des générations et des générations de jeunes. Elle a des centres de formation, c'est un pays extrêmement structuré. Elle a un système de détection très efficace, qu'elle exporte d'ailleurs, qui a été exporté dans le monde. Notamment les Espagnols ont repris le système de détection français, de découpage par territoire, etc. Les contrôleurs territoriaux, quoi. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle le terme. Les gens qui étaient fonctionnaires territoriaux qui chargent un peu de chapeauter ça dans chaque département. Paradoxalement, à première vue, le modèle français est un modèle qui fonctionne. Et le modèle de détection en particulier est un modèle qui fonctionne. Il y a très peu ça n'existe pas quasiment d'immenses talents qui passent au travers des radars de la DTN. Il y a un moment où ils passent, alors pas forcément pour y rester, et c'est là qu'arrive le problème, mais en tout cas, ils passaient au moins une fois sous les yeux. Quelqu'un de la DTN leur a vu au moins une fois, quelqu'un de la Fédé leur a vu. Ça, c'est un peu le problème, surtout vu de l'extérieur. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils racontent je ne suis pas idiot, je suis au courant que la France est championne du monde de football. Mais ce qui en réalité se passe dans les centres de formation, ce qui se passe à l'intérieur des clubs, c'est une immense fracture. Une immense fracture entre, d'un côté, la vitrine de l'équipe de France, qui se fonde essentiellement sur le résultat de la Coupe du Monde, c'est-à-dire donc sur 7 matchs, de résultats à la fois de 2018 et le résultat de 98, et en même temps, une situation à l'intérieur des clubs, dans les formations, dans les centres de formation, extrêmement critique, dans laquelle tu as une fracture entre parfois des gamins qui veulent tout de suite partir à l'étranger, des éducateurs qui ne sont pas d'accord entre eux, des situations conflictuelles parfois même avec la DTN. Et ce qui fait que tout ça fait qu'en réalité, le football français, c'est une sorte de tempête en préparation. Et à la moindre étincelle, quelque chose peut exploser. Et donc, déjà, il faut prendre conscience de ça. C'est-à-dire que le modèle de la DTN, le modèle de la fédération est un modèle qui est très, très, très français. C'est-à-dire c'est un modèle pyramidal, inspiré de Napoléon, avec un système administratif calqué sur le système militaire. L'administration française, elle est organisée, c'est l'administration napoléonienne, elle est organisée sur un système militaire, donc pyramidal, avec des chefs, des sous-chefs, des sous-sous-chefs, etc. Il y a un maillage territorial qui est fait comme ça. Le problème de la DTN, c'est qu'elle a longtemps confondu son monopole administratif avec un monopole idéologique. C'est-à-dire qu'elle a considéré que comme elle était celle qui organisait le football, elle était celle aussi qui octroyait, qui donnait, et donc elle est notamment dans ses prérogatives via les diplômes, elle était celle aussi qui donnait les idées, les bonnes et les mauvaises idées, celle qui faisait le tri pour proposer ça de manière, au départ, ça part d'un bon sentiment, qui veut dire on va donner ça à nos éducateurs. Le problème, c'est que la DTN n'a dans ses rangs quasiment aucun universitaire, aucune personne, qui d'un point de vue scientifique, d'un point de vue technique, soit des références. Et donc, on se retrouve avec des gens qui ont un monopole administratif totalement, j'allais dire pas exagéré, mais vraiment extrêmement important, et un vide théorique, idéologique, lui-même très important. Vide comblé par des recettes. Alors ça passe, parfois on va aller chercher telle ou telle équipe, on va aller chercher tel ou tel principe, on va dire, on va raisonner à partir d'aphorismes, à partir d'idées reçues. Ah ben voilà, comme dirait Aimé Jacquet, pour construire une bonne équipe, c'est comme construire une maison, il faut commencer par les fondations, et donc les fondations, c'est la défense. Voilà. Ça, c'est ce qu'on répète on répète ça sans jamais le penser, en fait. On se contente de répéter, en fait, des idées reçues,
de la part de gens qui ont certainement des références, mais dans d'autres domaines, ils ne sont pas des référents théoriques, hein, ce sont des référents, Aimé Jacquet, peut-être sur la Coupe du Monde, etc. Aimé Jacquet a toujours été très critiqué. Et on va comme ça aligner les références, les autoréférences, sans qu'à aucun moment une remise en question du modèle lui-même. On va faire ce qu'on a toujours fait depuis Gérard Rouillet au moins, c'est-à-dire qu'on va regarder comment joue le vainqueur de la Coupe du Monde précédente et on va en tirer des règles On calque. et qu'on va calquer. Exemple, moi je me souviens de rapports de Houillet qui parle de l'Allemagne de 90, l'Italie 90, bon, ça remonte, hein, mais Ouais. c'est toujours comme ça, parce que ce sont des rapports qui maintenant sont institutionnalisés, maintenant l'UEFA le fait aussi et tout. Il regardait l'équipe d'Allemagne de 90 et il disait, bon ben voilà, les Allemands, en moyenne, ils mesurent plus d'1m90. Ils ont fait, vraiment, il est écrit comme ça, hein. Ils font, je crois, 4 ou 5 centres par mi-temps et ils marquent, et 80% des buts viennent d'un centre venu non pas du débordement, mais un centre de l'extérieur. Donc, pour gagner la Coupe du Monde, il faut mesurer plus d'1m90 et faire des centres. Voilà. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'on raisonne a posteriori. Et sans aucune rigueur scientifique, sans à aucun moment se demander quelle est la valeur d'une observation a posteriori, donc rétrospective sur ce qu'on est en train de voir, et en plus, ça c'est la première chose, et sans aucune réflexion sur ce que c'est que la stratégie. C'est-à-dire que précisément, la stratégie, c'est surprendre l'adversaire. Et donc, si tu utilises les mêmes arbres que ton adversaire, tu ne vas pas le surprendre. Si ça fonctionne à ce moment-là, c'est précisément parce que les autres ne le font pas. Et ça, à aucun moment, ça n'apparaît. À aucun moment, on a une réflexion, et là, pour le coup, vraiment philosophique, c'est-à-dire une vraie réflexion sur ce que c'est que le jeu. Qu'est-ce qu'on fait quand on joue? À quoi on joue? Quand on joue au football, on fait quoi? Faire du football, ça veut dire quoi? C'est fabriquer des connexions, c'est fabriquer du sens, tout ça. Toute cette question-là, la question du sens, n'a jamais, elle est très rarement présente. Et on n'enseigne que des recettes, en réalité. Des recettes qu'on se passe comme ça, comme si le football était un ensemble d'outils. Comme on dit souvent, c'est une boîte à outils. Voilà, utilise sans arrêt cette métaphore. C'est une boîte à outils qu'on va utiliser. Alors, je prends un marteau, je vais prendre un tournevis, voilà, et j'ai envie de vous répondre, oui, mais si dans ta tête, tous les problèmes sont des clous, hein, donc tu vas toujours prendre un marteau. Tu vas toujours taper pareil. Donc, en fait, tu reconstruis un problème à ta sauce. Ce qui fait qu'à aucun moment, tu as du recul. Et quand tu as affaire avec des gens comme Jean-Yves Augier, qui n'est pas un universitaire, c'est un praticien, Jean-Yves Augier. C'est quelqu'un qui connaît la formation, mais qui se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'idées reçues dans l'ensemble de tous ces aphorismes, ces dictons qu'on répète, et qui ose demander à la DTN ou à quelqu'un comme Raymond Domenech, oui, mais est-ce que la préparation mentale, tout simplement, il ne faudrait pas la privilégier pour au moins que le joueur prenne possession des principes qu'on essaie de lui inculquer? Alors là, ça, vous dites ça à des gens comme Domenech, et encore maintenant, hein, moins maintenant, mais ça passe pas. Pas parce qu'ils trouvent cette idée mauvaise, mais parce que comme eux, ils sont dans une situation de monopole, une situation de pouvoir, ils considèrent que leur position de pouvoir, elle justifie leur monopole idéologique. C'est-à-dire que c'est normal que je sois aux commandes vu que je suis le meilleur. Donc l'idée que tu vas me donner, si je ne l'ai pas eue avant toi, c'est qu'elle n'est pas bonne en fait. Okay. C'est comme ça qu'ils résonnent. C'est comme ça que résonnent généralement tous les grandes entreprises. Je travaille à TF1, c'est comme ça. Toutes les grandes structures résonnent comme ça. Si je n'ai pas eu l'idée, c'est qu'elle n'est pas bonne, ou alors si toi tu en as une bonne, je te rachète. Voilà. Donc j'ai pas besoin en fait d'être créatif. La question de la créativité, de l'ingéniosité, elle n'intervient que si tu as un manque de ressources. Pourtant, dans le sport, c'est quand même tu vois ce qui est complètement paradoxal, c'est que les personnes que tu viens de nommer, peut-être comme Domenech ou notre président aujourd'hui, c'est les premières personnes qui vont regarder un geste technique qui va surprendre tout le monde, un truc qui va être fabuleux, qui est inexplicable et qui vont se lever de leur siège. Donc ça, c'est quelque chose qui fait bander un petit peu tout le monde, j'ose dire. Tu vois, c'est un peu ça. Mais tout de suite, on le constate, mais ils reviennent malgré ça dans leur retranchement en espérant créer la créativité à leur façon. Précisément parce que la créativité est un problème pour eux. C'est pour ça qu'ils l'admirent. C'est parce que, je m'explique, il y a toujours eu cette théorie du grand joueur en France, à la DTN. Ouais. Ils considéraient que, au nom de l'héritage de Jacquet notamment, et était un peu le rôle de Zidane, on considérait que, voilà, qu'une équipe devait avoir une bonne assise défensive,
qu'on construisait d'abord une équipe par la défense. Ça, c'est vraiment l'héritage de Jacquet. On construisait une bonne équipe par la défense. Et donc, d'abord, ce qui devait justifier l'existence de l'équipe, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre qui devait justifier la sélection des joueurs. Charge ensuite était donnée aux sélectionneurs de saupoudrer, une métaphore qui est employée, de joueurs talentueux. Mais pas trop. Mais pas trop. Joueurs talentueux que tu allais mettre au milieu d'une masse de combattants pour le protéger. Tout ça, ce sont des termes quand tu retrouves. Pour Mais le ça, c'est le protéger. vieux football, ça. C'est le football des années 80, avec un numéro 10 qui est le super joueur qui fait tout, puis les autres, c'est des maçons autour. Alors, on parle d'un Mais football des années. en réalité, c'était pas comme ça. Même le football d'avant n'était pas comme ça. Non, bah non. Quand tu regardes précisément les équipes, c'est ce certains qu'on leur demandait de faire. Mais l'Italie de 82, on découvre contre le Brésil qu'elle sait jouer au football. On découvre que c'est des gens qui Paolo Rossi, c'est un super joueur. On découvre que justement les Italiens, c'est pas du tout des joueurs, c'est pas du tout des bourrins, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que la théorie du grand joueur et la théorie du talent, qui en fait est quelque chose qui vient après le reste, bah, c'est qu'un symptôme en fait d'un problème qui est de dire en fait le talent pour toi il est secondaire, précisément parce que tu le mets à la fin. Le talent il est secondaire et c'est parce qu'il est secondaire que dès lors qu'il surgit, tu ne le maîtrises absolument pas parce que toi ton boulot c'est de maîtriser ce qu'il y a autour. Donc, du coup le talent tu es incapable de le gérer. Et donc qu'est-ce qui se passe après? Quand tu as des centres de formation et tu as des viviers incroyables et tu as une génération 87 qui arrive juste à ce moment-là, donc c'est 98, à un moment où ils sont en centre de formation là, tu as trop de talent en fait. Et du coup, tu ne sais pas les gérer. Tu ne sais pas les gérer parce que tu ne sais pas ce que c'est que le talent. Tu n'as pas compris ce que c'était. Pour toi, c'est un truc ésotérique. C'est quelqu'un qui arrive et qui va te faire un dribble et on va lui dire qu'il va être capable à un moment de faire de la magie. Mais tu vois, Si je même te le dis, terme, même le vocabulaire n'est pas bon en fait. Un dribble, ouais, c'est quelque chose d'intelligent que tu calcules. le mot talent, pour moi, si je te dis, ben, François me rejoint à 100% là-dedans aussi. Si je te dis que le talent, c'est lorsque le travail efface le travail, pas autre Mhm. chose. Le talent, c'est quelque chose que beaucoup de gens, et ça, c'est Alexis Grus que je cite, Mhm. euh, un grand monsieur du cirque en France. euh, euh, Mhm. c'est pas pour les gens, c'est quelque chose. Pour la majeure partie des gens, c'est quelque chose d'inexplicable. Quand on ne peut pas Voilà. l'expliquer, bon, ben, on met un tampon talent. Alors que n'importe quel joueur que tu as nommé talentueux, ou journaliste, ou couturière, ou à n'importe quel niveau, tu vois le produit fini, tu dis quel talent, mais le mec, tu l'as-tu vu au début quand il a commencé? Tu vois Parce d'où que il c'est part? rassurant, c'est ce que dit Nietzsche. Nietzsche en parle quand il parle du génie. Il dit on appelle génie ce qu'on ne comprend pas. Donc on ne comprend pas. C'est parce qu'on ne comprend pas qu'on appelle les gens des génies. Et que c'est quelque chose de rassurant. Ça permet d'éviter soi-même de se poser la question. Ça permet d'éviter soi-même même de travailler ou de fournir les efforts qu'il faudrait. Euh, donc il faut bien comprendre que en réalité, le talent, le génie est un problème. Et je connais bien le problème à travers Atem Ben Arfa notamment. C'est que ce sont des gamins qui sont souvent ils sont tellement talentueux d'un point de vue technique qu'ils ont souvent un énorme déséquilibre affectif. Déjà les sportifs de haut niveau de manière générale, mais en plus ces joueurs-là qui, depuis qu'ils sont gamins, sont dans un déséquilibre permanent. Ils sont toujours la pépite au milieu des autres et qui ont toujours un statut à part. Et du coup, à la fédération, comme on n'est pas capable de gérer les gamins comme ça et qu'on passe notre temps à les mettre en compétition sans arrêt, ben, au final, on va toujours préférer celui qu'on va être capable de modéliser, qu'on va être capable de maîtriser, à De celui qui contrôler. va être de contrôler. Voilà. Et Ouais. on va créer des exercices pour les contrôler. Donc, on va créer des tests Cooper, on va créer tout un tas d'exercices qui vont permettre de mettre les gamins en ligne et ensuite de savoir quel est le premier qui va gagner. Et donc, on va fixer des critères qui sont des critères qui n'ont rien à voir avec le football, qui sont des critères en réalité de surveillance et de contrôle. Et ce qui fait que, étant incapable de penser le talent, et un type comme Zidane est un excellent exemple. Parce que c'est toujours l'exemple. Ouais, mais comment vous dites ça, comment c'est qu'il est Zidane? Ben, Zidane, je connais très bien la carrière de Zidane. Zidane, il a fait carrière très tardivement. On l'a toujours considéré qu'il était très lent. Et surtout, Zidane était un travailleur, un très gros travailleur. Et ce qui fait il avait cette capacité qui rattrapait en quelque sorte son talent. Pour lui, le talent était moins un problème parce il avait parfaitement intégré que ce qu'on lui demandait, ce n'était pas d'être talentueux. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que dès lors qu'on considère que le talent, c'est une aptitude individuelle, que c'est celui qui fait les différences, comme on dit en français, ben, on n'a rien compris ce que c'est que la créativité.
On n'a rien compris à ce que c'était qu'un modèle de jeu. On n'a rien compris à ce que c'était qu'une équipe, en réalité. Et tout ça, et c'est un problème qui est compliqué. J'ai écrit un bouquin là-dessus sur la DTN et sur toute l'histoire du football français, sur cette conception de l'entraînement. Vraiment, la particularité du football, c'est que c'est un sport collectif. C'est un peu idiot de le rappeler, mais c'est quand même la base. C'est un sport collectif. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une équipe? À aucun moment, cette question n'est posée dans les formations. On va te dire, une équipe, c'est des gens, c'est 11 joueurs qui vont défendre un but commun dans le but de marquer des buts. OK. Mais ça, c'est comment ça fonctionne, une équipe. Mais ça veut dire quoi? C'est à quel sens, une équipe? Quand est-ce que tu la vois, l'équipe? Ça, c'est pas une équipe, ça, c'est 11 joueurs. Ouais. À quel moment est-ce qu'une équipe, c'est la somme des individualités? Oui ou non? Il y a des gens qui se sont posés cette question-là dès les années 30. C'est la Gestalt théorie. Et c'est une théorie qui est une théorie allemande, mais qui est arrivée en France très tôt. Bon, tu as des gens qui ont réfléchi là-dessus. Ça n'apparaît jamais dans les formations. Jamais? Dans aucune formation? Ça apparaît de manière vulgarisée et de manière assez mal vulgarisée. Parce que c'est scientifiquement pas rigoureux. Les intervenants ne sont pas des intervenants scientifiques. Les intervenants ne travaillent pas sur de la matière scientifique. Ils travaillent sur des théories. C'est des gens qui arrivent avec des recettes. C'est des gens qui arrivent des espèces je n'ose pas dire des charlatans, parce que ce serait méchant, mais des vendeurs de poudre de perlimpinpin qui arrivent et qui vendent des solutions. Et qui disent, voilà, pour faire une causerie, c'est facile, il faut faire, au début, tu fais telle chose, après ça, voilà. Et sans aucun moment se demander ce que ça veut dire de parler, ce que c'est que mobiliser le discours. Voilà. Ça c'est des choses qui n'interviennent jamais. Mais ça, c'est fondamental. Et c'est pour ça que souvent, je parle avec des entraîneurs, des gens qui me contactent, parce qu'ils ont juste besoin de comprendre, en fait. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et ça, on leur demande jamais, en fait. À Lorient ou à Lyon, je vois qu'ils sont en train de faire un espèce de lexique de communication pédagogique pour aider les jeunes à communiquer entre eux. Les jeunes sont à découvrir dans leur langage, exactement, s'exprimer avec leurs mots. Moi, j'adore écouter mes athlètes ou même écouter des gens qui ne connaissent pas mon sport parce qu'ils m'amènent d'autres mots qui sont tellement simples qui peuvent encore faciliter encore plus le message pour les aider à comprendre et à mieux avancer en fait. C'est ce qu'on appelle qu'on les met dans des mots, dans des espèces de boîtes dans lesquelles ils ne sont pas du tout confortables. Et j'ai l'impression qu'en fait, que tous les quelques créateurs qui sortent de la France, est-ce que je peux dire que c'est un petit peu par accident? Tu vois, tu parles de Zidane. Il est tardif. Au départ, il est considéré comme un lent, comme ci, comme ça. Et en fait, lui, il a juste attendu l'opportunité qu'elle arrive de, je ne sais pas, qu'elle est illuminée, donc peut-être Miss Finlandaise à Cannes ou un autre entraîneur. Courbis. C'est Courbis qui fait venir à Bordeaux. Courbis à Bordeaux qui décide de le faire jouer un peu comme ça. Je trouve que c'est… En fait, je pense que ce qui doit déteindre, ce qui ne doit pas plaire dans le discours peut-être que tu amènes, dans le discours de certains coachs comme Ogier, c'est des romantiques. C'est des oui, mais de dire que c'est des romantiques, c'est quasiment une insulte en fait dans la bouche. En fait, quand je dis romantique, tu comprends ce que je veux dire par rapport à la vision du football. Oui, mais tu vois, tu parles des mots, effectivement. Les romantiques, ces gens-là se décrètent pas romantiques à aucun moment. Mais non. À aucun moment, ils invoquent le concept de romantique. À aucun moment, ils disent non, nous, on fait du football, on entraîne des gamins. On s'intéresse à ce que c'est que le football, à ce que c'est qu'une équipe, à ce que c'est que la formation. Et ils reprennent en réalité un certain nombre de théories de sciences de l'éducation, de pédagogie qui existent depuis longtemps et des bibliographies qui sont françaises souvent. Piaget, encore c'était suisse. Mais ils reprennent des idées qui sont déjà… je veux dire, la question de savoir est-ce que l'enseignement doit être un enseignement frontal ou alors est-ce qu'il faut mettre l'élève au centre du dispositif. Je suis désolé, mais on pose la question depuis les années 80 en France. Ou même depuis les années 70 à l'éducation nationale. C'est quelque chose qui est très présent. Desnouex, quand il va à la DTN, il me racontait comment il travaille. Desnouex, il prend des revues de pédagogie et il regarde des jeux qui sont faits pour le PS, dans les autres sports, même dans d'autres disciplines. Mais voilà, quand je te parle de romantisme, ils ne sont pas du tout des romantiques, ils sont pragmatiques. Ils vont chercher dans d'autres sports. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le mot a un sens. On dit romantique, pourquoi? Parce qu'on considère… Excuse-moi, vas-y. Je suis parti de cette histoire de romantique. Mais c'est assez symptomatique. C'est-à-dire que si déjà on pense avec les mots des autres, leur concept à eux, c'est de dire, oui, ce sont des romantiques, ce sont des rêveurs. Ils sont décrits par les gens plus hauts comme cela. Moi, c'est ça que j'essaie de te dire. En fait, ils sont décrits comme ça
parce que ces gens-là sortent des sentiers battus pour aller chercher de l'information, pour aller regarder ce qui se passe. Ils ne s'intéressent pas juste au foot, ils s'intéressent à d'autres sports. Ils ne s'intéressent pas juste à d'autres sports, ils s'intéressent aussi à l'art, ils s'intéressent aussi à plein de Bien choses sûr. qui sortent complètement des sentiers battus. C'est pour ça que je te nommais le mot romantique de la part de ces gens-là, de l'extérieur, qui les voient comme ça, alors que eux, Ça dit quelque chose, ça dit quelque chose sur leur conception du football. Eux, ils considèrent qu'ils sont des pragmatiques. Et là, pour le coup, ils s'autoproclament pragmatiques en considérant que, et c'est vraiment une manière de dire, une description en réaction ok, à cette théorie-là qui consiste à dire, nous, on a les mains dans le cambouis. Nous, on fait du concret. Nous, on est là, pas pour vous vendre de la poudre de perlimpinpin. Nous, on est là pour vous vendre vraiment des solutions. On est des pragmatiques. C'est des problem solvers, tu vois. C'est vraiment, on est ouais, ouais. là pour résoudre votre problème. On est des pragmatiques. Sous-entendu donc, les autres sont des rêveurs, les autres sont des idéalistes, les autres sont des charlatans. Donc déjà, quand tu rentres dans ce débat-là, tu as une bipolarisation qui est déjà pas bonne. Et c'est la même qui consiste à dire, vous préférez gagner ou vous préférez bien jouer. Les romantiques, comme ils disent pas ça. Vous préférez bien jouer. Non, il n'y a personne qui rentre sur un terrain pour perdre. Tout le monde veut gagner. Tout le monde veut gagner, même si demain tu joues contre le Brésil, tu as envie de gagner, même pendant 5 minutes. Ou même à chaque fois que tu vas avoir le ballon, tu vas essayer de marquer. C'est pas vrai de dire que tu mets la forme avant le fond. C'est un de, moi j'en ai parlé ça dans mon bouquin dans Football à la française. C'est un des grands gestes de cette clique-là, c'est d'avoir réussi à nous faire croire qu'il y avait un dilemme entre les deux. Alors, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Ce dilemme n'existe pas. N'existe pas. À aucun moment, Guardiola se demande s'il préfère bien jouer ou gagner. Ça n'a aucun sens. Si tu joues bien, tu gagnes. Et tu joues bien parce que tu veux gagner. Il n'y a aucun moment de te dire, tiens, si je jouais mal, comme ça, je vais gagner. Non, à aucun moment, même dans le sport, même jouer mal, c'est déjà bien jouer, c'est déjà employer une stratégie, c'est déjà faire en sorte que d'avoir une visée, d'utiliser un certain nombre de ressources. Ça n'existe pas, jouer mal. C'est une imposture, en fait. C'est une imposture intellectuelle. Et cette imposture intellectuelle, elle fonde en réalité tout le discours de la DTN jusqu'en 2010, à peu près. Et ces gens-là, comme Jean-Yves Augier, mais comme Régis Lebris à Lorient, comme Jean-Marc Furlan, qui est actuellement à Auxerre, et ces histoires-là, je les entends tout le temps. Tous les entraîneurs, des connus, des moins connus, tout le monde me dit toujours la même chose. Alors, ils ne le disent pas publiquement parce qu'ils ont peur, ils me disent toujours la même chose. Quand on va faire notre oral à la DTN, on est obligé d'apprendre les mots de la DTN pour leur recracher ce qu'ils nous disent, pour pouvoir ensuite avoir le diplôme et retourner dans nos clubs et faire ce qu'on veut. Ils nous disent tous la même chose. Ils Alors, racontent tous la même histoire. comment est-ce qu'on va avancer si personne, parce que là tu me dis que bon, il y en a qui ont peur, puis bon, j'ai bien vu dans l'article qu'il y en a qui parlent anonymement aussi, là, beaucoup. Il va falloir qu'il y en ait qui prennent le flambeau et qui y aillent, parce que sinon le changement va se faire soit un petit peu, on va continuer à le faire un petit peu comme ils sont en train de le faire, mais ça risque de prendre encore un peu de temps. C'est quand même choquant qu'on soit Alors, aussi arrêté, qu'on ne s'intéresse alors, pas à des symboles ou à des clés de réussite essentielles. Tout à l'heure, j'avais commencé en te demandant un petit peu comment est-ce que les jeunes retranscrivent ça. Et quand je lis ton article, j'ai l'impression que waouh, mais c'est ça que tu veux. Ils comprennent en fait, ils donnent du sens à chaque, bien sûr. entraînement. Ils donnent du sens à chaque geste C'est parce qu'ils sont impressionnant, hein, invités à les gamins, créer, ils sont quoi. impressionnants. Bien sûr, bien Ils sont sûr. invités à créer. En réalité, ça dit plusieurs choses en creux. D'abord que les gens ont peur. Ça, et ça existe toujours. Ça existe toujours. J'ai même eu des messages anonymes de gens qui me disent qu'ils sont d'accord, que c'est ce qu'ils ont vécu. D'autres pas anonymes qui disent que à la DTN, le reportage n'a pas plu, évidemment, à Hubert Fournier, j'imagine bien. Qui en plus, le malheur de cet article a été publié une semaine avant l'oral du BEPF, OK. dans lequel était notamment Régis Lebris, et certains ont même pris peur, pour ne pas le nommer, notamment Régis, que cet article puisse lui porter préjudice auprès de la DTN. Donc ça a fait polémique comme ça à ce point-là, Bien quoi, déjà. sûr, Rien, bien rien sûr, que bien l'article. sûr, bien sûr, parce que la DTN considère que les gens comme Lebris, Augier dénigrent en fait ce qui leur a été offert par la DTN, parce que la DTN, évidemment, elle certifie ces centres de formation, elle en met en valeur certains. Et là, pour être tout à fait juste, c'est vrai que la DTN, depuis 2010, depuis François Blacquart, a entamé un processus d'ouverture à l'égard des méthodologies un peu différentes. Et dans le diplôme de formateur, notamment, avec notamment Eric Mouberts, et dans les diplômes de BEPF, maintenant, il y a une refonte de diplôme qui fait que
c'est au candidat lui-même d'apporter son projet de jeu. Bon. Mais tout ça, c'est un peu du flan en réalité, parce que quand tu fais des formations toute la journée et qu'après tu demandes au mec d'amener son propre diplôme, d'amener son propre modèle de jeu, bah, tu sais que si c'est le même que celui de ton examinateur qui est Francis Gillot, Ça passe. parfois, bah, voilà. C'est pour ça que c'est une ouverture, mais c'est une ouverture qui en réalité, qui n'est pas une ouverture cognitive, quoi, qui n'est pas une ouverture épistémologique, c'est simplement une ouverture un peu cosmétique qui sert à dire, vous voyez, on n'est pas des idéologues, la preuve, un tel a eu son diplôme, voilà. Donc, moi, je pense que ça ne peut pas changer d'un coup, ça ne changera pas d'un coup. Je pense que c'est déjà en train de changer, la preuve étant que ces centres existent. Et que ce qui, à mon avis, doit améliorer, et ce qu'il faudrait faire à la DTN, c'est que la DTN continue ce processus d'ouverture, mais d'ouverture scientifique. C'est-à-dire qu'elle accepte véritablement. La première chose, à mon avis, la première mesure qu'il faudrait avoir, c'est une équivalence de diplôme entre le diplôme de STAPS et le diplôme d'entraîneur de football. Ça Ouais. n'existe pas, ce qui est scandaleux. C'est scandaleux. Tu peux avoir une thèse de Bah, tu as un STAPS, tronc tu n'as commun un pas le petit droit peu. d'entraîner. Oui, mais c'est très court. Enfin, tu peux pas être formateur, par exemple. Tu peux pas, et encore moins entraîneur professionnel. Donc, c'est reformer le recrutement au BEPF, parce que le recrutement au BEPF, bon, c'est une blague. Il faut que le président appelle. S'il n'appelle pas, tu es recalé. C'est un peu du flanc, toute l'histoire des compétences. C'est pas vrai. En C'est fait, d'abord ça. celui aujourd'hui qui va être entraîneur comme Alain Perrin ou des mecs qui ne viennent pas du tout du Sérail à l'époque, etc., qui Il sont faut un qu'il petit soit peu. soutenu par un club. Il faut qu'il soit soutenu par un club et un C'est plus club compliqué. important. Il Ok. faut que ce soit un président lui-même et pas le directeur général, pas l'adjoint, pas le second tour, soit le président lui-même qui appelle le DTN pour lui dire oui, nous avons un projet professionnel pour lui, il est en gros, il ne montre pas de blanche et à ce moment-là, le DTN est content et quand il arrive à son oral, il peut le sélectionner. Donc tout ça est une espèce de népotisme généralisé qui mène une espèce de suspicion permanente à l'égard de la créativité et de l'intelligence. Parce qu'on ne Bon. recrute pas des gens intelligents, là. On recrute des gens dociles. Donc les gens dociles, c'est bien, tu n'as pas de problème, tu peux te maintenir, entre guillemets, un peu au pouvoir, mais tu n'as pas de créativité. Et ça, du coup, qu'est-ce que tu retrouves après chez les jeunes? Tu retrouves ça. Tu retrouves des problèmes sur la créativité. Tous les joueurs créatifs, d'un seul coup, à 18 ans, ils partent dans l'espace. Soit ils vont à l'étranger, ils tombent bien et auquel cas ils arrivent à faire une carrière à la Tu peux le Pogba, une récupérer. carrière, voilà, tu arrives à les récupérer. Soit ils partent en dépression, ils partent des clubs et c'est pour ça que le National 2 et National 2, National 3 en France, c'est très bon parce que tu as énormément de joueurs qui ont été mis de côté au profit de profils beaucoup plus dociles parce qu'ils rentraient dans les cases, parce qu'il faut aller vite, parce qu'il y a plein de gens, parce qu'il y a énormément de concurrence. Donc, tu pars au plus pressé, tu prends les plus dociles. Donc, Donc, tout ça comme fait. dirait François, c'est un petit peu comme nier. C'est comme si toi, on te demandait de nier qui tu étais, de jouer un petit peu, d'être quelqu'un que tu n'es pas. Et que, en fait, c'est terrible. Mais c'est pas. Jamais tu vas devenir, aller chercher ce que tu peux être, en fait. Mais On t'invite pas c'était à un peu être. l'objet. Ouais, mais c'était un peu l'objet de ce reportage-là, c'est de montrer que malgré ça, en réalité, il y a quand même une avant-garde. Et c'était souligner un peu une forme de courage un peu intellectuel de ces gens-là, de faire ça en dépit de ce contexte-là. Et OK. c'est de montrer que non, tout n'est pas à jeter, que oui, il y a des structures fédérales qui fonctionnent, oui, les structures de détection, oui, même l'idée même de diplôme, qui est de la formation des éducateurs du plus bas niveau au plus haut niveau, c'est des choses qui fonctionnent. Il n'y a évidemment pas tout à jeter. En réalité, il n'y a pas grand-chose à jeter. Peut-être changer les gens qui sont en poste en ce moment, mettre des figures peut-être plus reconnues par la profession, des gens, moi je pensais à des gens comme Claude Puel, ou je pensais à des gens comme, pas forcément des idéologues, on n'est pas là on fait pas un diplôme universitaire, mais des gens qui ont une reconnaissance, du milieu professionnel, mais aussi qui ont une certaine acceptation de l'ouverture. Et un des gros problèmes de la DTN et de la FED, c'est son absence de transparence et d'ouverture. On ne sait pas quels sont les critères de recrutement, on ne sait pas comment il est possible que quelqu'un comme Régis Debris, un type qui a fait 10 ans d'études, qui a une thèse de STAPS, qui a été joueur professionnel, qui a été 10 ans directeur du centre de formation de Lorient, qui est un des centres de formation les plus importants de France, comment cette personne-là a été recalée 2 fois du BEPF? Qu'on m'explique ça. Comment c'est possible, ça?
Et il est trop créateur. Et pourquoi Alain Bogossian, lui, a été reçu et en plus a été major? Comment c'est possible? Des gens qui n'ont fait aucune carrière d'entraîneur. Voilà. Donc, moi, elle est là, ma question. Alors, heureusement, Régis, maintenant, est dans la promo. J'espère que l'article a aidé, finalement. Régis, enfin, est dans la promotion du BEPF. Mais tu en as plein des profils comme ça de gens brillants. En réalité, ce qu'il faudra réhabiliter, c'est la méritocratie. La méritocratie. Ouais. C'est-à-dire que celui qui grimpe, c'est celui qui mérite. Voilà, c'est tout. Et ce n'est pas celui qui paye 27 000 euros, ce n'est pas celui qui est soutenu par le président, ce n'est pas celui qui a fait plus de matchs en professionnel que d'autres. Non, il y a des profils qui sont très variés. Et par exemple, en Espagne, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Tu as beaucoup plus de gens qui ont le diplôme professionnel. Après, évidemment, il y a une sélection qui fait, ben voilà, tu connais un président, tu es compétent. Voilà. Après, faut laisser aussi, il faut faire un peu confiance aussi au club. Tu vois, faut arrêter de penser que c'est parce que tu as un diplôme que tu as les meilleurs entraîneurs. C'est pas vrai. La preuve, j'ai tendance à penser que les meilleurs entraîneurs français, ce ne sont pas ceux qui sont diplômés de la DTN, ce ne sont pas ceux qui sont diplômés du BEPF. Donc voilà, je ne sais pas si ça changera. En tout cas, l'idée, c'est moi, je fais le relais de gens qui me racontent tous la même histoire, moi, de mes propres recherches, qui est de dire qu'on est le pays des idées. La France est le pays des idées. C'est un pays abstrait par excellence, un pays des idées, c'est bien la France. Toi qui vis au Canada, je pense que tu vois de quoi je parle. Vraiment abstrait, c'est la théorie, quoi, la France. Bon, ben, le seul endroit où il n'y a pas de théorie, c'est dans le football. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'intelligence. Je ne dis pas que les gens sont idiots, c'est que simplement, il y a une suspicion à l'égard de l'intelligence. On est dans le contrôle total. Et puis, tu sais, il y a une phrase l'autre jour que j'ai partagée tout de suite avec notre ex-DTN de la natation française, Claude Fauquet. D'ailleurs, j'ai une question. Qui a travaillé beaucoup avec Régis Lebris. Il a refondé sa formation, c'est avec Claude Fauquet. Voilà. Mais moi, je le dis, je le dis parce que on en a parlé, je l'ai vu. Enfin, écoute, ça va lui faire plaisir, d'entendre ça. Mais Claude, je partageais ça avec Claude l'autre jour, et c'est une phrase de Reynald Denouex qui parlait de Neymar et de Mbappé. Il disait que ce n'est pas c'est le jeu qui commande et pas le jeu. Et le jeu JEUX, pardon, le jeu, l'amusement, c'est ça qui fait avancer les jeunes. On est là pour, même nous, on veut avoir cette sensation de pouvoir. Il y a un moment de kiff qu'il faut avoir. C'est ça qui te fait avancer, c'est ça qui te fait travailler, c'est ça qui te fait bûcher et penser. Toi, tu es là en échange, on ne s'est jamais parlé, je ressens ta passion, je ressens même un petit peu de frustration parce que merde, c'est tellement simple. Ce serait tellement simple. Pour moi, c'est pas que c'est simple. C'est d'ouvrir un peu, quoi. Oui, d'ouvrir et de se dire, ce que je te dis là, c'est pas une opinion que j'ai de bistrot d'en bas. Non. J'ai passé 10 ans à travailler là-dessus. Ouais. En travaillant là-dessus, en produisant de la recherche là-dessus, en allant voir, en faisant des reportages, en allant voir des gens, allant voir comment ça se passe, en ayant moi-même pratiqué, en m'étant penché sur l'histoire de la DTN et l'histoire du football français, je suis arrivé à la conclusion que le problème majeur du football français, du football institutionnel français, c'est sa suspicion à l'égard de l'intelligence. Ça, c'est un grave problème. Wow. C'est un grave problème. C'est parce que c'est quelque chose qui ensuite envenime tout le reste. Et pourquoi? Mais parce qu'on se plaint de ne pas avoir des joueurs intelligents. On se plaint de ne pas avoir. Mais c'est normal. Si à aucun moment l'intelligence est une valeur, si à aucun moment on est capable même de la définir, si on est capable de dire ce qu'on recherche comme modèle de jeu, comme principe de jeu, ce qu'on cherche chez un joueur, si on n'est pas capable de définir ça, comment est-ce qu'après on peut reprocher aux joueurs de faire en réalité ce que nous on est incapable de faire? Alors je vais te choquer un peu. Est-ce qu'on est un petit peu anti-diversité? Parce que c'est ça. J'ai l'impression que celui qui est différent, celui que tu peux pas expliquer pourquoi et comment il fait, surtout sur lequel tu as zéro impact. Genre, je peux t'en nommer des joueurs qui ont des incompris de ma génération. Bon, tu as parlé de Ben Arfa, qui doit être, je pense, un gamin ou un monsieur qui a ses qualités et ses défauts, mais ça se voit qu'il aime le foot, ça se voit qu'il aime le ballon. Je ne pense pas que ça part d'un mauvais fond. Pensez à l'époque à Nicolas Anelka, qui était un joueur en avance aussi de son temps, mais ça a été incompris pendant des années. Et on a complètement dévié le débat de l'intelligence sur leur apparence, leur façon de parler, leur façon de. Pour moi, ça, c'est scandaleux. Sur la question raciale aussi, ça a ouvert la porte. Ça a ouvert la porte. Mais tout ça est lié. Tout ça est lié. Évidemment que c'est lié. Dès lors que tu considères qu'un joueur, c'est une somme de qualités athlétiques, de caractéristiques physiques, et que
En gros, tu fais rentrer les gens dans les tableaux Excel. Ça, c'est un héritage du positivisme. Hein. Ça ne date pas de cette année. C'est le positivisme et à juste titre, parce qu'évidemment, pour contrôler la nature, pour comprendre la nature, il faut que tu fasses des tableaux, il faut que tu fasses des catégories, des concepts. D'accord. Sauf qu'il faut avoir un certain recul à l'égard de ça. Ouais. Tu vois. C'est la différence entre la science et le scientisme. La science, c'est considérer que tu as des catégories, mais des catégories qui sont variables et que sans arrêt, tu dois questionner. Bon, et le scientisme, c'est considérer que les catégories sont figées et que donc tu vas faire rentrer la nature à l'intérieur. Tu vois, tu vas faire rentrer dedans. Alors, et ça a donné la crise des quotas. Et là, bon, il y a eu d'abord la question des binationaux et ensuite la question des critères ethniques de recrutement. Et qu'est-ce qu'ils te disent? Les gens disent, oh, on n'est pas racistes, nous. On n'est pas racistes, simplement. Voilà, comme on n'a pas de critères, on n'a pas défini le modèle de jeu, on n'a pas de principe, le seul critère qu'on a, c'est la couleur qui fait. Voilà. Alors, on a un Antillais, là, on a un Arabe, et là, on a un Blanc. Alors, question que tu as envie de leur poser, qu'est-ce que c'est un Antillais? Expliquez-moi. C'est une vraie question. Ouais. Qu'est-ce que c'est un Antillais? Qu'on m'explique. Alors, c'est quoi? C'est un Africain? C'est un Américain? Qu'est-ce que c'est de la créolisation? Tu vois, tout simplement, déjà leur prendre leur propre jeu en leur disant, OK, vous faites des catégories, vous les avez questionnées, vous savez ce que ça veut dire? Je dis pas que c'est tant que ça existe. Dites-moi, définissez-le. Autrement que par la couleur de peau. Bon. Ensuite, quel est le jeu typique d'un noir? C'est quoi? Expliquez-moi. Est-ce que Pelé, c'est le même jeu? Non, mais ça n'a aucun sens. Est-ce que Pelé, c'est la même chose que N'Golo Kanté? Non. Ou est-ce que c'est la même chose? Est-ce que Neymar, il est noir? Tu vois, tu te dis, mais attendez. Non, mais tu vois, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est hallucinant parce que c'est comme ça. C'est comme ça qu'ils ne se posent jamais la question. Ce qui fait qu'on prend, et tout le monde prend ça dans la gueule en disant, oh, ils sont racistes. Et ils disent, mais non, on n'est pas racistes. Non, on n'est pas racistes, on est pragmatiques. Ben oui. Et eux, vous ne pensez pas. Vous ne réfléchissez jamais. Donc, forcément. C'est pour ça que tout ça, ça vient du fait que ces gens-là n'ont pas de recul. Ils ne veulent pas réfléchir, en fait. C'est juste ça le problème. Mais il doit y en avoir quand même quelques-uns qui arrivent à se poser des questions, j'espère pour eux. En tout cas, moi, j'ai une question pour toi parce que tu définissais quand même les qualités que certains formateurs de la fédération ou la fédération avait comme recherché chez les joueurs. Selon toi, Thibaut, et ça, c'est une question de Claude, donc l'ex-DTN de la natation française, si tu devais définir 5 qualités essentielles du joueur de haut niveau, pour toi, si tu avais 5 qualités à définir, quelles seraient-elles? Je ne te les définirais pas. Parce que je ferais exactement la même chose qu'à l'ETN si je faisais ça. Le talent se sélectionne tout seul. Le seul critère, c'est le talent. C'est pas moi qui le dis, c'est un mec comme Jorge Valdano, par exemple, ou Menotti, donc les deux champions du monde 118, champions du monde 86. Pour le coup, ils sont champions du monde. Mais surtout des grands formateurs. Bielsa te dira la même chose, Sampaoli te dira la même chose. Le premier critère, c'est le talent. Et ça, le talent, ça fonctionne tout seul. Alors, le travail, c'est pas de travailler sur le jeune, en l'occurrence, c'est de travailler sur toi, ton propre regard. Qu'est-ce que c'est le talent? Et je t'applaudis, tu me fais kiffer. Tu peux pas savoir quand tu me fais kiffer parce que c'est. Mais non, parce que moi, je suis entraîneur et je me bats contre moi-même par moment parce qu'on m'a imposé on m'a imposé certains paradigmes, certains modes de pensée, certaines façons d'entraîner. Mais quand le nageur il arrive avec toute sa singularité devant toi ou l'athlète arrive devant toi, tu peux pas imposer ce qui a fonctionné sur un versus l'autre. C'est vraiment à eux de se découvrir ou de les inviter à se découvrir et ensuite à toi d'essayer d'adapter c'est quoi qu'il y a de mieux pour lui. Plutôt que de coller des modèles qui ont marché avec certains, moi, je suis désolé, je suis très fier de dire que j'ai aucun nageur qui nage de la même façon. Aucun. Alors, il y a des principes de base, mais celui qui est capable de faire 15 mètres sous l'eau, qui est très, très fort sous l'eau, qui est très, très fort dans ses parties de non nager, il a des qualités que d'autres n'ont pas. Je ne vais pas essayer de l'amener, ces qualités-là. Oh, t'as vu, avec lui, j'ai fait ça, il faut que je fasse. Non, l'autre, il va avoir d'autres qualités. Et je trouve que c'est on est un petit peu dans ce paradigme-là, mais tu sais, c'est très, très difficile comme coach. Hein. Moi, je suis vraiment, vraiment ouvert. Et puis, je dois me le rappeler tout le temps, puis je dois m'écouter tout le temps quand je suis même en train de parler avec un jeune. C'est ça l'attitude réflexive, Greg. C'est super, mais c'est pas évident. C'est pas évident, c'est très, très dur. Et je suis vraiment dans le quand je demande aux jeunes, et j'ai un exemple que je reprends souvent, et puis j'espère qu'il y a des entraîneurs qui écoutent, parce que si je peux envoyer des messages, ça me fait super plaisir. Mais et qui suis-je? Parce que moi, à part avoir produit des nageurs internationaux juniors au Canada et quelques médaillés nationaux juniors, enfin des juniors qui sont devenus des médaillés seniors, j'ai pas de médaille olympique, j'ai pas de qualifié aux Jeux olympiques, je suis pas à la limite. Des gens vont m'écouter, ils vont me prendre pour un érudit, quoi. Ce qui est dommage parce qu'on valide tout.
on valide tout par un petit peu le résultat, alors que des gens qui n'ont pas forcément de résultats ou eu de résultats à haut niveau, qu'on n'a pas pu amener là, ont d'aussi bonnes idées que d'autres. Donc, je termine en te disant… Surtout, oui, pardon, je te laisse terminer. Excuse-moi, ce que je voulais dire, en fait, c'est que quand je les coach, je leur demande à eux, sur un geste technique ou sur un truc qu'on travaille, donnez-moi votre A+. Votre A+, pas le mien. Ton A+. Ton A+, il va être vachement plus proche de la réalité que du mien, forcément. Moi, j'ai une image ou des attentes qui sont complètement à l'ouest. Alors, des fois, ça prend des petites piqûres de rappel pour réouvrir les yeux. Moi, j'ai la chance, depuis quelques années, de travailler avec un organisme qui travaille avec des entraîneurs africains. Il y a quelques années, j'ai reçu un entraîneur africain qui venait du Burkina Faso, Roland. Salut Roland, si tu nous regardes, je te cite encore une fois. Mais ce monsieur, il m'a ouvert les yeux parce qu'il venait à la piscine et tous les jours, il était émerveillé. Et tous les jours, il kiffait. Et tous les jours, il était heureux parce qu'il n'avait jamais vu ça. Il me dit, mais comment tu fais, toi, pour être aussi sérieux? Et là, je regarde, mais je ne suis pas réputé pour être sérieux. Il me dit, mais quand même, tu es là, tu es concentré, tu as l'air critique. Et là, je prends du recul et je me rends compte, en fait, que tu regardes des athlètes seulement dans la critique. Je ne prends pas le temps parce que tu veux qu'ils fassent bien, parce que tu veux qu'ils fassent ci, tu veux qu'ils fassent ça. J'ai rarement pris le temps, je le prends beaucoup plus maintenant depuis ça, de reculer et de regarder. Kiffe parce que waouh, ils nagent. C'est beau ce que tu regardes. Bon, j'ai des enfants qui jouent au foot. J'impose très peu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, allez-y, essayez des choses, lâchez-vous. C'est ça qui va faire de toi, qui va faire de toi un être singulier à part, même si nous le sommes par définition. Oui, là-dessus, effectivement, tu as raison, et c'est une problématique pédagogique importante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. C'est-à-dire qu'on est d'accord sur le fait qu'il faille libérer, émanciper l'athlète, émanciper le jeune ou émanciper la personne qui est en face de toi, mais que le sport de haut niveau, mais dans tous les domaines, est fait d'un ensemble de règles. Et tout le travail, à mon sens, de l'entraîneur, il est de trouver cet écart que tu as entre, d'un côté, les règles objectives, qui sont les règles qui te sont imposées, soit les règles du règlement ou même les règles de certains gestes. Si tu ne sais pas nager le crawl, tu auras beau jeter un gamin dans la piscine, il faut bien falloir qu'il apprenne. Il y a une base. Les règles objectives et les règles subjectives, qui correspondent à la manière dont chacun va interpréter. Et en fait, le rôle de l'entraîneur, je crois, c'est d'arriver à faire coïncider, trouver cet équilibre sans arrêt en mouvement entre les règles objectives et les règles subjectives. Comment tu vas… Et ça, en fait, cet équilibre-là, qui va faire ce qu'on appelle ça un équilibre homéostatique, c'est-à-dire qui va bouger, mais toujours maintenir le même écart, ça s'appelle le style. C'est ça le style. Le style, c'est cette capacité à interpréter toi-même des règles objectives. Et c'est pour ça que le sport, en réalité, moi je pense que le football, c'est le cas, mais le sport, en réalité, si tu le penses autrement comme une activité physique, moi je pense que toute la réflexion sur l'activité physique a enfermé le sport dans un domaine. En réalité, le sport, ça ressemble beaucoup plus à un langage, un rapport au monde, à un langage. Et comme dans le langage, il y a du vocabulaire à apprendre, mais c'est à toi d'exprimer le sens que tu veux, mais selon une syntaxe qui t'est imposée. Mais on a tous les mêmes mots, plus ou moins, mais on a une seule syntaxe possible pour pouvoir se comprendre. Et comment on va faire pour exprimer une subjectivité à l'intérieur d'un cadre aussi rigide? On a inventé la littérature, on a inventé l'art, on a inventé l'ingéniosité qui va permettre, au travers de règles communes, d'exprimer une subjectivité. Et c'est ça le travail, je crois, d'un entraîneur, et c'est pour ça que je trouve ça très proche en fait, de ce que je fais en philosophie, c'est de se dire qu'il y a un travail sur l'expressivité. Comment tu vas essayer de faire émerger un individu tout en maintenant un certain nombre de règles, parce que tu ne peux pas juste le balancer comme ça. Tu es obligé à un moment d'avoir des règles. Tu as un savoir qu'il faut que tu transmettes. C'est faux de dire qu'on est tous au même niveau, qu'il n'y a pas de prof, il n'y a pas d'élèves. Ce n'est pas vrai. Il y a une part hiérarchique, et ton gamin, ton jeune, il est là pour chercher ça aussi. Tu es là pour lui donner un certain nombre de compétences. Et je pense que la culture, elle ne fonctionne que si toi, tu transmets quelque chose et s'il y a un désir de recevoir. Si le gamin, il ne veut pas apprendre, tu ne pourras jamais lui faire apprendre. Jamais. Et toi, ton boulot, c'est d'entretenir ce désir-là. C'est d'entretenir ce désir d'apprendre. Se dire, putain, ça, je ne le savais pas. Putain, ça, j'aimerais bien aller voir là-bas. Et lui donner des matières. Ça s'appelle comme ça, la culture. Et c'est ce que dit Guardiola. Hein. Guardiola, il dit ça. Il dit, écoutez, la culture, ça sert juste à savoir ça. À savoir qu'est-ce que tu veux, vers où tu veux aller. Et je pense que j'aime bien dire orienter la découverte. J'adore. Orienter la découverte. Et toi-même, que tu vas découvrir. Quand tu dis que, voilà, que
ton nageur, il va essayer de trouver sa propre manière de nager. C'est pas une manière un peu hippie de dire ah bah ouais, chacun fait ce qu'il veut. C'est ce qu'ils vont dire. Et ils vont dire ouais, t'es un romantique. T'es un romantique. Je pense que les gens. Exactement. Oui, mais oui. Ils vont dire ah, t'es un romantique. Tu dis non, je suis pas un romantique, je suis un pragmatique. Moi. C'est juste que comment tu vas appliquer la même règle à des gens qui ont des corps qui sont même pas les mêmes. Comment tu vas faire? C'est moi le pragmatique. C'est toi l'idéaliste, le romantique, où tu vas imposer des cas. Si tu me demandes les 5 critères, putain, je serais incapable de te le dire, franchement. Alors, après, tu me mets devant effectivement ce que tu dis regarder et kiffer. Putain, quand j'étais à Lyon, là, j'ai regardé, j'ai kiffé l'entraînement des U16. Tu voyais rien que les contrôles, le bruit des balles, quoi, le bruit des passes. Sauf. Le bruit des passes. C'est pour ça que Ogier, il est central. Parce qu'il ne voit rien. Il voit rien. Il voit rien, mais il l'entend. Il sent. Il sent le truc. Il sent le truc. Il sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre du visuel, quelque chose de l'ordre de l'intensité. Il y a une partie qu'on n'a pas mise, mais qui est sur l'intensité, notamment. Il dit le football lyonnais, c'est quelque chose d'intense. Il dit l'intensité, je la ressens. Je la ressens sur le souffle, je le ressens sur la manière de faire les passes. Ça, ce n'est pas un geste technique, l'intensité. Pourtant, c'est aussi de la technique. Mais c'est ça qu'il faut arriver sur quoi il faut arriver à attendre. Et si toi, tu arrives avec tous tes tableaux, tes Excel, et finalement, tu auras tes notes tout le temps, et tu ne regardes jamais ce que tu es en train de faire. Non, mais je veux dire, ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Comment il s'appelle? Putain, il y avait un entraîneur qui disait ça. Est-ce que c'est pas Mourinho? Il disait, putain, moi, je note pas parce que souvent, non, je crois que c'est parce que tu as des coachs qui notent comme ça. Ah non, c'est Lio qui me disait ça, l'adjoint de Guardiola. Il disait, tu sais, parce que à une époque, Mourinho, il prenait des notes, tu avais Van Gaal, tu as des entraîneurs comme ça, tu sais, pendant les matchs, Rudy Garcia, il aime bien faire ça, c'est à lui, il prend des notes et tout, devant les caméras, on dit, waouh, le mec, il note et tout. Il dit, putain, mais moi, quand je note, je regarde ce qui se passe sur le terrain. Ça se passe sur le terrain. Comment tu fais pour voir si tu notes? Tu ne peux pas noter. Moi, j'arrive, je te donne un secret, j'arrive en compétition. Donc, j'arrive depuis maintenant, allez, 8 ans presque, en compétition. J'ai pas de chrono quasiment quand il nage, les mecs. J'en veux pas. Je veux pas de chrono, puis je prends plus de notes parce que toutes les données, je vais les avoir après. Les courses sont filmées. Je veux kiffer. Je veux regarder mon truc. Je veux regarder la course, puis je veux voir comment il se comporte derrière le bloc, comment il est émotionnellement, qu'est-ce que son corps me dit, son body language que je connais par cœur. Déjà, tout ça, ça m'intéresse. Je peux pas prendre combien il est passé à 15 mètres, compter les coups de bras, revenir à 25, revenir à 35. Je vais faire ça après si j'en ai besoin. Mais on manque énormément. En fait, faut s'intéresser à l'humain un peu plus, quoi. Je pense que c'est plus la chose qui est essentielle. Développer la sensibilité de réception aussi, ta capacité à voir des choses. C'est pour ça que, encore une fois, Ogier, il est intéressant parce qu'il les force tous à voir différemment. Mais c'est beau ce que tu dis parce qu'il est aveugle et ils encouragent et ils développent certaines visualisations dans leur truc, quoi. Lui-même dit qu'il voit mieux qu'avant. Ouais, il a dit dans l'article, c'est très beau. Il dit que le sens de la vue est un sens extrêmement trompeur. Mais ça, il n'est pas le premier à le dire, c'est Platon. Alors ça, la vue, elle est trompeuse. C'est le sens de la tromperie par excellence, des apparences. Tu vas rire. Hier, je parlais avec un nageur qui a un gros problème technique, jeune nageur qui a un assez bon niveau quand même. Là, j'arrive pas à l'avancer, j'arrive pas à le faire corriger. Je lui dis, regarde, je t'envoie une vidéo de 15 secondes. Je te demande juste de faire une chose. Sur ton téléphone, c'est facile. Tu la mets en 3 vitesses. Et quand tu as fini ton montage en 3 vitesses en continu, tu me fais la même chose, mais en reverse, à l'envers. Joue-le à l'envers. Regarde-toi nager à l'envers. Tu vas peut-être voir des choses que tu n'as pas l'habitude de voir. Parce que notre œil est tellement habitué de regarder d'une façon que juste te mettre dans une autre position, waouh, tu vois le geste complètement différent. Et là, tu vas pouvoir analyser peut-être un petit peu mieux et percuter un petit peu mieux sur ce qu'il faut. C'est les inviter à regarder différemment ce qu'ils font ou à ressentir peut-être indifféremment ce qu'ils font. Tu sais, Thibaut, je continuerai à te parler des heures. Franchement, je suis en train de kiffer grave. Il va falloir qu'on fasse une partie 2 là. Il faut qu'on fasse une partie 2 là. Si tu veux, on fait une partie 2. Si tu veux, on peut continuer. Hein. Les gens ils vont se reposer, ils vont aller boire un coup, ils vont dire bon, on va attendre, c'est bon. C'est une heure qui parle. Et on va revenir, et là, on en parlera. Avec plaisir. Parfait, on se fait une partie 2, on continue avec ça. Est-ce que je pourrais provoquer une partie 2 un petit peu, peut-être, et essayer d'inviter avec moi dans la deuxième partie un responsable du football ici, québécois, voir ce qu'ils ont à dire, les questions qu'ils peuvent poser par rapport à la première émission, et puis continuer comme ça. Donc, je pense que, regarde, on va s'arrêter là, chers amis, pour aujourd'hui. On vous gâte pour ça. Et puis, on va revenir avec Thibaut en force d'ici. Allez, Thibaut, 2, 3, 4 semaines. On va essayer de revenir sur un autre petit format. Thibaut, c'était vraiment un plaisir. J'ai vraiment envie de continuer à échanger avec toi là-dessus. C'est super riche. Je me sens peut-être un peu moins seul. Il y a peut-être d'autres coachs qui se sentent moins seuls là-dessus. Le combat que tu mènes n'est pas facile. Je n'ai pas précisé que tu étais quand même
prof de philo, passionné de philosophie aussi. Ça, c'est intéressant. Ça dit beaucoup aussi sur la position dans laquelle tu es aujourd'hui. Tout à l'heure, tu as parlé Épistémologie. d'épistémologie. On pourrait même parler de… Moi, je qualifie François d'anthropologue sportif. C'est des choses qui devraient faire partie un peu plus de notre sport, qui malheureusement ne le font pas encore. Mais j'ai pour espoir que certains Illuminati comme… je vais dire comme nous, vont réussir à avancer et à progresser. Et puis voilà, donc je te remercie pour ta participation aujourd'hui, Thibaut. Je t'en Et prie, puis, avec un grand plaisir. C'est très enrichissant comme discussion. vraiment, c'était vraiment cool. Et puis, on continue à faire ça. Mes chers amis, c'est la fin du numéro, on va dire la partie 1 de notre c'était pas prévu du tout. J'avais pas prévu du tout de faire ça comme ça. Mais regarde, c'est comme ça, on improvise. On va pas faire une série Netflix non plus. Hein, non. Pas encore. Donc, c'était All the Talk, le dernier numéro. N'oubliez pas de continuer à nous suivre, continuer à pousser le mouvement en cliquant sur la petite cloche ou le petit thumbs up. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à Thibaut et à très très bientôt. Au revoir.